Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire du Globe Sailor où on a le plaisir d'accueillir Christian Dumard, météorologue et spécialiste de la météo marine, qui va animer un webinaire spécial. Donc un grand merci, et en attendant que les derniers participants se connectent, on est un petit peu en avance, mais c'est volontaire. Parce que Christian est également analyste météo pour le Vendée Globe, et du coup il va nous partager un petit peu l'actualité sur les fichiers météo des coureurs actuellement, et je pense que ça peut intéresser pas mal de participants. Donc merci Christian. En introduction, je te laisse un petit peu nous faire un petit topo sur l'actualité Vendée. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc on va parler un petit peu du Vendée Globe juste pendant 2-3 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Donc le Vendée Globe, alors déjà pour ceux qui utilisent Windy, juste une petite astuce, hein, ceux qui ont envie de voir un petit peu comment se positionnent les bateaux, vous pouvez afficher les bateaux dans Windy, c'est très simple. Donc vous cliquez sur les 3 petits traits en haut à gauche, vous allez dans Installer, donc dans le menu, installer un plugin Windy. Et là, le plugin, donc c'est juste 2 clics à faire, c'est Regadata Vendée Globe Tracker. Et là, vous faites Load, Open, et ça va vous afficher toutes les positions des bateaux du Vendée. Dans 2-3 jours, vous aurez en plus les positions prévues, donc les routages à 3-4 jours pour chacun des bateaux. Donc si on regarde un petit peu la situation, donc là c'est à 18 h, hein, juste il y a une demi-heure. Et donc on voit l'anticyclone ici, donc avec Apivia, donc Charlie Dalin qui est sorti qui arrive à sortir de l'anticyclone maintenant. Donc cet anticyclone, il se déplace très très vite. Si je me remets ce matin à 8 h, il était centré ici. Et là, on voit que dans la journée, il se déplace vers l'est extrêmement vite. Et donc Charlie Dalin en sort, mais par contre pour Linked Out, donc Thomas Ruyant qui est derrière, ça va être un peu plus compliqué. Il va être coincé là quelques heures je pense une partie de la nuit, puis ça va se dégager pour lui demain matin. Donc là on est à 22 h, 2 h du matin, donc 2 h du matin il va reprendre du vent, puis il va pouvoir faire route vers le sud. Et pendant ce temps-là, tous ces bateaux-là, donc si je me remets à 18 h, donc tout le groupe, on a Louis Burton, Samantha Davis, Hugo Boss, Sébastien Simon, PRB avec Kevin Escoffier, Yannick Bestaven avec Maître Coq, et puis Boris Herman sur Sea Explorer. Donc tous ces bateaux-là, on peut dire qu'ils sont passés ou qu'ils sont en train de passer du bon côté de l'anticyclone. Et donc ils vont rentrer dans les 40e. Hein, donc cette nuit, ils vont rentrer tous dans les 40e. Et la première chose à négocier, ça va être la dépression qui arrive par derrière. Donc la dépression, dans l'hémisphère sud, le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, autour d'une dépression. Et on a ce qu'on appelle un front, donc on va en parler tout à l'heure, des fronts, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Et donc on a un front, si je me positionne demain à 16 h, le front sera déjà ici, et donc les bateaux vont partir plein est, en fait, en avant de ce front-là. Et Jean Le Cam qui est là-haut. Ouais. Jean Le Cam non, vas-y, continue. A empanné assez tard, mais il devrait avoir un bon couloir demain pour redescendre, et donc ça va être un peu la surprise. Est-ce qu'il garde sa 3e place ou est-ce qu'il passe derrière ces deux-là, ou les 4 ou les 6, enfin on ne sait pas très bien, mais ça, voilà, rien n'est joué encore pour... Et ça va partager la flotte en deux, en tout cas à la tête de course, parce que s'il y en a qui ratent le passage du front, il risque du coup, ça va être plus compliqué, non? Tu penses qu'il y en a là sur les premiers qui peuvent le rater? Ouais, donc là, tout ce groupe-là, peut-être juste, à partir du 16e, 17e, 18e, ça va être un peu compliqué pour avoir le premier front. Mais je pense que tout le groupe, jusqu'à Giancarlo Pedote, en tout cas donc ce groupe-là, et peut-être les 2 suivants, les 3 suivants, je ne sais pas, peut-être, j'espère qu'Isabelle Laura, 15e, la flotte va probablement se couper autour du 15, 14, 15, 16e ici. Et ceux de derrière sont dans le système météo suivant. Mais après, le front passera, il va plus vite que les concurrents, donc il passera au-dessus de chacun. Il va rattraper la flotte.
Bon, en tout cas, c'est passionnant. Nous, on suit avec grand intérêt toute la course, plus le départ du Trophée Jules Verne. Enfin, on se régale pendant ce confinement de toutes ces régates. Et puis, bah, j'espère que ce topo que Christian, tu vas pouvoir nous faire ce soir va bien éclairer tous les participants pour comprendre, mieux comprendre la météo et ensuite tous les systèmes que vont rencontrer les différents navigateurs. On en est à quoi? Donc là, on a à peu près, alors vous étiez plus de 850 inscrits hein, sur ce webinaire. Donc un grand merci à tous pour votre confiance et pour votre fidélité. Je tiens à remercier Caroline que vous voyez sur vos écrans, donc responsable en charge de la communication au Globe Sailor, donc qui travaille à nos côtés pour organiser ce type d'événement. Et puis merci Clara également, qui est responsable de Wapala, donc une entreprise dédiée aux formations en ligne, notamment sur la navigation et les croisières. Tu veux dire un mot, Clara, sur Wapala, peut-être pour les participants? Avec plaisir. Donc aujourd'hui, vous avez la chance d'être invité à ce webinaire par Globe Sailor. Et nous, en fait, on organise des cours de 2 heures sur différents types de sujets, donc notamment la météo, mais on a beaucoup d'autres sujets. Vous pouvez aller voir tous les cours qu'on propose donc sur le site www.wapala-training.com. Vous aurez le nom du site à la fin de la présentation qui vous sera envoyé. Donc si vous souhaitez nous rejoindre pour d'autres cours sur d'autres sujets, vous êtes les bienvenus. Voilà, merci Olivier. Merci à toi, Clara. Alors, il est 18h34. Vous êtes à peu près la moitié des participants là connectés. Bienvenue aux derniers participants qui se connectent. Donc, on va démarrer si ça te va, Christian? Ouais, parfait, ouais. Ouais. Donc, super, donc c'est parti. C'est parti. Bon, bienvenue à tous. Donc, je suis Olivier Albary, le responsable du Globe Sailor. Nous sommes spécialisés dans la location de bateaux et la vente de croisières, avec ou sans skipper, également des croisières à la cabine. Voilà, on a le plaisir d'accueillir ce soir Christian Dumas pour la deuxième fois. Il avait fait un premier webinaire sur une formation sur Windy, et ce soir, donc, ça avait vraiment très bien marché Windy, donc on souhaitait approfondir un peu ce sujet et redonner des bases, enfin en tout cas une formation sur les bases de la météo marine. Qu'est-ce que c'est qu'une dépression, un front froid, un front chaud, voilà, c'est des mots qu'on entend en permanence, mais souvent on a bien du mal à illustrer ces termes et à bien les comprendre. En tout cas pour ma part, et puis pour, je pense, pas mal de plaisanciers. Et Christian a accepté de nous redonner, nous repartager ses connaissances sur ces sujets. Donc, un grand merci, Christian. Je te laisse peut-être te présenter, et puis après lancer la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions hein, dans le logiciel, et on y répondra à la fin de cet entretien. Un grand merci à tous. Bonjour, donc merci pour l'invitation. Donc on va parler un petit peu météo. Donc je vais essayer de présenter un petit peu les bases de la météo à la fois hauturière et puis les bases de la météo locale. Alors l'exercice n'est pas facile en 1 heure, mais on va essayer de couvrir un petit peu tous les sujets. Le support, vous l'aurez à la fin, donc c'est pas la peine de prendre des photos des écrans ou des captures d'écran au fur et à mesure. Le PDF, donc l'ensemble du support, tous les slides vous seront envoyés à la fin, avec le replay également, donc pas d'inquiétude là-dessus. En ce qui concerne les questions, donc il y a une petite rubrique questions, vous pouvez poser les questions, et Caroline et Clara vont filtrer les questions et les reposeront, les reformuleront, essaieront de faire une synthèse, et j'y répondrai donc à la fin, une fois la présentation terminée. Alors la météo, qu'est-ce que c'est que la météo? C'est avant tout la température. Donc il fait froid, il fait chaud, il y a de l'air chaud, de l'air froid, et c'est la rencontre de l'air chaud et de l'air froid qui va faire qu'on a des dépressions, qu'on a des anticyclones, qu'on a de la brise thermique l'été, et donc c'est toujours l'air chaud, l'air froid qui vont être les moteurs de la météo. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. L'air chaud a une particularité, c'est qu'il est un petit peu plus léger, et donc il va avoir tendance à monter, et l'air froid est un petit peu plus dense, un peu plus lourd, et donc il va avoir tendance à descendre. Et c'est
cet air froid qui va essayer de passer sous l'air chaud en permanence, qui va rendre certains phénomènes météo assez violents. Donc, on va dire que le vent froid va être plus puissant, plus fort, et c'est ça qui va donner des rafales, qui va donner des vents violents, des fronts froids, etc. Donc, un petit peu ce qu'on va voir. Alors, vous pouvez faire une petite expérience, ça marche bien l'hiver chez vous. Vous prenez un petit bâton, vous mettez un petit penon ou un petit fil de laine au bout, vous ouvrez la porte, donc votre pièce est chauffée, il fait plus de frais dehors. En tout cas pour ceux qui habitent dans le nord ou en Bretagne, en Méditerranée c'est peut-être moins vrai. Mais s'il fait un petit peu plus froid dehors, vous mettez le petit penon en bas, vous allez voir l'air froid qui rentre dans la pièce. Et si vous mettez votre penon en haut de la porte, vous allez voir l'air chaud qui sort par le haut. Et donc c'est bien la preuve que l'air froid rentre par en bas, l'air chaud va sortir par en haut. Et vos grands-mères vous disaient sûrement, ferme la porte, je sens les courants d'air dans mes pieds. Parce que quand on ouvrait la porte, l'air froid arrive par le bas. Et donc, c'est tout ce mécanisme d'air froid et d'air chaud qui va faire qu'on a des dépressions, qui fait qu'on a des brises thermiques, etc. Donc, l'autre chose importante, c'est la pression. Et puis après, on va venir dans des choses plus concrètes. Je ne vais pas rester dans la théorie comme ça après. Mais la pression, c'est juste le poids, on va dire, si on veut faire simple, le poids de la colonne d'air qu'on a au-dessus de la tête. Une dépression, c'est une zone où la pression est plus faible, donc l'air est plus léger, la masse d'air est plus instable, ça peut se déplacer assez vite, et c'est ce qui est l'élément moteur, on va dire, en termes de météorologie. Les dépressions, on les voit tous les soirs dans les bulletins météo, elles arrivent de l'Atlantique chez nous et elles se déplacent assez vite, et puis elles vont remonter vers l'Islande ou aller vers les pays nordiques, etc. L'anticyclone, c'est des zones de haute pression, c'est de l'air qui est plus lourd, plus dense, c'est de l'air qui a tendance à descendre, c'est de l'air qui est assez stable, et donc le poids de la colonne d'air est un petit peu plus élevé. La pression, on pourrait dire qu'il y a un aspirateur qui aspire l'air par le dessus, et la haute pression, on pourrait dire qu'on a comme un souffleur, vous savez ce qu'on utilise pour évacuer les feuilles, là, ce que les jardiniers utilisent, vous soufflez de l'air par le dessus, donc l'air a tendance à descendre. Alors, la pression va être représentée en fait par des lignes d'égale pression qu'on appelle les isobars. Donc, on voit toujours ces petites lignes plus ou moins arrondies autour des dépressions et des anticyclones. Et plus les lignes vont être rapprochées, donc plus on va dire que le gradient de pression va être élevé, et plus le vent va être fort. Ça veut dire qu'entre un point A et un point B, si la différence de pression est plus importante, le vent sera plus fort. S'il y a moins de différence de pression, on aura moins de vent. Et donc, quand ces lignes d'égale pression sont resserrées, on peut avoir des vents très très forts. Donc ici, donc sur la droite, autour de cette dépression. Et quand les isobars sont écartés, on a des vents qui vont être beaucoup plus faibles. Et donc dans Windy ou dans les différents logiciels de météo, sur les cartes que vous pouvez voir dans les journaux par exemple, quand vous avez des isobars qui sont écartés, c'est plutôt peu de vent. Et si vous avez des isobars qui sont serrés, c'est du vent fort. Alors aujourd'hui, c'est aussi représenté avec des couleurs. La couleur permet, alors en général, le rouge ou le bordeaux ou le violet, c'est foncé, c'est quand il y a du vent fort, et le bleu, c'est quand il y a du vent assez faible. C'est une convention qu'on retrouve à peu près partout aujourd'hui. Donc les basses pressions, on a dit que le vent montait, l'air a tendance à monter dans les basses pressions, donc je représente comme ça ici, et le vent tourne autour des systèmes de basse pression dans le sens anti-horaire, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors ça, c'est dans l'hémisphère nord. Tous les sens de rotation seront inversés dans l'hémisphère sud. Mais on va déjà se contenter de l'hémisphère nord, qui est quand même l'endroit où on navigue le plus aujourd'hui. Donc le vent tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour d'une dépression. Et les dépressions qu'on a à nos latitudes se déplacent en général de l'ouest vers l'est. Donc elles viennent de l'Atlantique et elles vont se déplacer vers l'Europe. Une zone de basse pression, en général, c'est défini, on dit que la pression en moyenne, c'est défini avec une pression qui est en moyenne en dessous de 1013 hectopascales. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'autour d'une basse pression, la pression va diminuer quand on se rapproche du centre. Donc ici, on a 974, alors on l'exprime en hectopascal, mais on a 974 hectopascales au milieu, et donc plus on se rapproche du centre, plus la pression va tomber. Et donc autrefois, on regardait le baromètre, et on savait que quand le baromètre chutait, la basse pression ou la dépression se rapprochait de nous, et quand il remontait, c'est que la dépression s'éloignait. Aujourd'hui, on utilise de moins en moins le baromètre quand on navigue, parce qu'on a des modèles qui sont de plus en plus précis,
Et finalement, on sait que si on est à cet endroit-là et qu'on se déplace vers l'ouest, la pression va chuter, et une fois qu'elle sera passée, la pression va remonter. Donc le vent important tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et les dépressions vont se déplacer de l'ouest plus ou moins, et généralement de l'ouest vers l'est. On a d'autres types de dépressions. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'était une dépression extratropicale. Après, on a des dépressions tropicales. Donc là, c'est un exemple de dépression tropicale qui se situe plutôt sous les tropiques. Donc à partir du sud des Canaries, on va commencer à trouver ces dépressions-là. On va en trouver aux Antilles. Et ces dépressions vont circuler dans l'autre sens. Elles viennent de l'est, donc elles se forment plutôt en Afrique. Et elles vont circuler de l'est vers l'ouest. Les dépressions, ça va se déplacer assez rapidement, entre 20 et 30 nœuds, ou entre 10 et 30 nœuds en général. Et on aura des fronts, et donc on va parler un petit peu plus des fronts après, sur les dépressions extratropicales simplement, c'est-à-dire les dépressions qui circulent sous nos latitudes tempérées. Sur les dépressions tropicales ou les cyclones, on n'a pas de système de front, parce que la formation d'une dépression tropicale, c'est un petit peu différent, c'est de l'eau très très chaude qui va s'évaporer. Et donc vous voyez ces belles images avec des gros nuages, l'œil du cyclone au milieu. Et donc on voit qu'il y a énormément d'humidité, énormément d'évaporation. On n'a pas d'air froid qui vient se mélanger. Et donc c'est juste la chaleur qui crée l'évaporation. Donc des fronts simplement sur les dépressions qui circulent sous nos latitudes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un front? Et je vais parler surtout des fronts froids parce que ce sont les fronts qui sont les plus dangereux. Les fronts chauds sont moins dangereux. Donc là on a une dépression, le vent qui circule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Elle est au sud du Groenland et puis à l'est de Terre-Neuve. En général, on va avoir un front chaud en premier, un front froid qui suit derrière, et puis parfois on peut avoir une occlusion, ou parfois tout ça, ça peut être un système occlus. C'est des mots qu'on entend régulièrement sur les bulletins aussi qui sont diffusés à la télévision. Alors, la dépression, on a dit que c'était une masse d'air chaud à nos altitudes. On voit l'air chaud ici qui est en jaune, et on voit l'air froid qui descend en bleu derrière. Et à la jonction de l'air chaud et de l'air froid, on va avoir ce front froid. Et en avant de la masse d'air chaud, on aura le front chaud. Le front chaud, il n'est pas très violent, il est souvent marqué par contre par de la pluie, donc il ne fait pas très beau sous un front chaud. Il peut y avoir du vent assez fort, mais le vent va forcir progressivement, on n'aura pas de grains violents, pas de rafales très violentes en général sous le front chaud. Et donc ça, le vent peut être fort, mais ça va venir progressivement. Le danger du front froid, c'est qu'on va avoir des grains très violents. Donc, il peut y avoir 20 nœuds de vent sur les fichiers, et puis vous pouvez avoir au passage du front, vous pouvez avoir 40 nœuds. On a eu une tempête en Bretagne, pour ceux qui habitent à l'ouest, début octobre, le 2 octobre, et on a eu, il y avait du vent, il y avait 30 nœuds de vent, et on a eu des rafales à près de 100 nœuds. Belle-Île, il y a eu 102 nœuds de vent au passage du front. Donc des rafales extrêmement violentes, beaucoup d'arbres qui sont tombés, etc. Et donc c'est toujours ces fronts froids qui vont être dangereux. Et derrière, on peut avoir ce qu'on appelle une occlusion. Donc je vais revenir sur l'occlusion un petit peu plus loin. Alors la température à la surface de l'eau, elle a tendance à être plus ou moins proche de la température de l'eau, parce que la température est mesurée à 2 mètres, ou modélisée à 2 mètres, et quand il y a du vent, il y a des vagues, il y a pas mal de brassage dans les basses couches, et donc la température de l'air a tendance à se rapprocher de la température de l'eau. Alors ce qu'on fait pour mieux voir les masses d'air froid, on monte, alors sur Windy vous pouvez le faire, vous avez une petite échelle sur la droite, vous montez à 1500 mètres, 850 hectopascales, et là on voit très très bien la masse d'air froid qui arrive, la masse d'air chaud qui est en vert, qui rentre entre le front chaud et le front froid, et puis l'air froid qui arrive derrière du Groenland, de la mer de Baffin dans ce cas-là, et on voit bien la limite en fait avec le front. Alors le front, ça sera souvent aussi lié à une bascule de vent, mais surtout c'est lié aussi à de la pluie. Et donc là on voit, si on regarde la pluie sur Windy, toujours, je prends l'exemple de Windy parce qu'aujourd'hui c'est très très ludique pour regarder la météo, on a ce front qui est marqué avec de la pluie ici, et donc c'est un bon indice aussi pour voir le front. On aura enfin une bascule de vent, donc là on va devant le front, on a du vent qui est de sud-sud-est, il vient, alors on voit peut-être pas très bien sur l'écran, mais il vient du sud-sud-est, et derrière il va venir du sud-ouest, et puis parfois ça peut basculer jusqu'à l'ouest ou au nord-ouest derrière le front.
Donc, au passage du front, on va avoir une bascule de vent qui va être très marquée, des grains. Donc, faites très attention à ça. Et puis, donc de la pluie, des grains, des grosses rafales. Donc, en général, on le reconnaît assez bien. Si on regarde une dépression vue d'au-dessus, donc on a le front chaud qui est en avant de la dépression, donc c'est une coupe un petit peu théorique, de ce qu'on appelle le secteur chaud, donc l'air chaud qui monte, le front froid derrière, et le secteur froid derrière la dépression. Avec des nuages en avant qui partent donc de nuages très très hauts, donc ce qu'on appelle des cirrus, et devant le front chaud, ça va être des nuages en strates. Donc on a toutes les strates depuis des nuages très très hauts à 10 000 mètres d'altitude jusqu'à la pluie et la bruine et quasiment pas de visibilité donc au niveau du sol. Et donc le plafond va diminuer petit à petit, il va y avoir de plus en plus de pluie. Et quand le front chaud va finir de passer, donc ça va être quelque chose de très progressif. Et quand il va finir de passer, le front chaud, on va avoir une petite éclaircie derrière. Ça sera toujours un peu couvert. Normalement, la pluie va s'arrêter. Et par contre, quand le front froid va arriver, on va avoir là des fortes pluies, des fortes rafales, des grains. Et la nuit, on va le voir arriver aussi, parce que ça va se couvrir. Si vous avez une nuit un peu dégagée, tout d'un coup, ça va se couvrir fortement. Et derrière le front, en général, ça va se dégager, derrière le front froid. Donc parfois, on verra des petites trouées de ciel bleu de jour. Et la nuit, si vous naviguez de nuit, que vous avez un front froid, parfois vous voyez une petite étoile, par exemple dans le ciel il pleut, il y a des grains, il y a du vent, et vous voyez une petite étoile ou un petit morceau, alors c'est pas du ciel bleu la nuit, mais vous dites tiens là ça se dégage un petit peu, c'est que vous êtes vraiment sous le front et que le front a quasiment fini de passer. Et donc ça va s'améliorer dans quelques minutes ou quelques heures au plus. Donc là c'est une petite photo de front. Donc le front, on en a parlé, donc entre une masse d'air froid et une masse d'air chaud. Et c'est toujours l'air froid qui va pousser cet air chaud, d'où la violence du front. L'air froid, il est actif, il essaie de descendre sous l'air chaud, il fait monter l'air chaud au-dessus. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir des gros développements verticaux avec ces gros cumulonimbus. Et horizontalement, par contre, un front froid, ça peut être quelques milles, quelques dizaines de milles, mais rarement plus que ça. Donc si c'est quelques dizaines de milles, imaginons qu'il fasse 50 000, il se déplace à 25 nœuds, bah, le passage du front froid, ça va durer 2 heures. Mais ça peut être encore plus bref que ça. Alors chez nous, on a souvent des occlusions. Et l'occlusion, c'est parce que le front froid, sous la dépression, au sud de la dépression, va se déplacer un petit peu plus vite que le front chaud. Et donc le front froid, donc il est poussé par cet air froid, il va rattraper le front chaud. Et c'est un peu comme une fermeture éclair qu'on pourrait tirer, qu'on pourrait fermer. Et au fur et à mesure que le front froid rattrape le front chaud, on ferme la fermeture éclair et on va avoir ce qu'on appelle une occlusion. Une occlusion, devant c'est comme un front chaud et derrière et dessous c'est comme un front froid. Donc devant vous allez avoir des nuages de plus en plus bas, un plafond de plus en plus bas, du vent qui peut être assez fort mais qui est assez régulier. Et quand on arrive sous l'occlusion, vraiment sous l'occlusion telle qu'elle est marquée ici, et ben ça a toutes les caractéristiques du front froid. Donc on va avoir des grains, des grosses rafales, beaucoup de pluie, de la pluie violente quoi, sous forme de grains. Et puis derrière, on a cette éclaircie, puis ça va se dégager. Et surtout, on a toujours cette grosse bascule de vent. Donc le problème dans les fronts froids ou dans les occlusions, c'est que vous avez des rafales, la bascule de vent. Et puis quand vous naviguez, évidemment, ça n'arrive pas à 4 heures de l'après-midi, mais ça arrive plus souvent à 2 heures du matin, comme par hasard. Et donc c'est toujours le mauvais moment. Voilà, tout arrive en même temps, la bascule de vent, les rafales. Et donc c'est souvent là qu'il y a des accidents ou des problèmes. Et donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les fronts froids ou sur les occlusions. Aujourd'hui, c'est très très bien prévu par les modèles. Et encore une fois, sur Windy, vous allez bien le voir. Hein, si vous regardez sur d'autres logiciels, vous le voyez bien parce que vous avez la bascule. Donc la bascule de vent. Si vous mettez la pluie, vous avez la pluie. Et puis si vous regardez les températures, vous voyez qu'il va faire plus froid derrière. Alors dans les bulletins météo que vous avez dans les marinas, tout ça, c'est pas toujours bien indiqué en tant que front. Si vous regardez une carte, vous allez voir, vous vous souvenez qu'un front froid, il y a des petits piquants. Donc si c'est dessiné, c'est toujours une ligne avec des petits triangles, et donc ça pique, comme le froid, ça fait mal, alors que le front chaud, c'est d'une forme arrondie, c'est une demi-sphère, et donc voilà, c'est beaucoup plus doux, beaucoup moins violent. Le front froid, c'est les petits piquants, et donc ça va faire mal.
Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut faire attention. Alors des fronts froids aujourd'hui, on n'en rencontre pas souvent parce que quand on a un front froid qui est annoncé, en général, voilà, on est rentré au port, on est en train de boire une bière, on les voit arriver longtemps à l'avance. Aujourd'hui, à 4, 5, 6 jours, on sait qu'il y a un front froid qui va passer, qu'il y a une dépression qui passe. Et le timing du front, à 3 jours, à 2 heures ou 3 heures près, on sait quand est-ce que ça va passer. Donc, on n'est plus du tout dans les situations d'il y a même 10 ans. On avait beaucoup plus d'incertitudes. Alors, un autre exemple de dépression dont vous allez souvent entendre parler, que vous naviguez en Méditerranée ou en Atlantique, c'est la dépression espagnole. Et là, ce n'est pas une dépression avec un front, c'est une dépression qui ne se déplace pas. L'été en Espagne, il fait très chaud. L'air chaud va monter. Et donc, quand l'air chaud monte, ça va créer un système dépressionnaire. Et donc, plus il va faire chaud et beau en Espagne, plus cette dépression va se creuser. Et elle peut rester parfois un mois et demi stable. Alors, elle va se déplacer entre le sud de l'Espagne, le nord de l'Espagne. Elle va bouger un petit peu, mais elle ne va pas bouger beaucoup. Et le vent va tourner autour de cette dépression dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ça amène du vent de nord, ce qu'on appelle l'alizé portugais, le long des côtes portugaises. Ça vous amène, donc quand elle est bien creuse, ça va finir par amener du vent d'est au nord. Et puis surtout, ça amène du vent d'ouest dans le détroit de Gibraltar, ce qui fait que ce n'est pas toujours facile durant l'été de sortir de la Méditerranée, parce qu'on peut avoir du vent d'ouest assez fort dans le détroit de Gibraltar durant plusieurs jours. Voilà, donc il faut être patient si vous avez une dépression qui se creuse bien sur l'Espagne. Donc voilà un petit peu pour les dépressions. Maintenant, on va parler des anticyclones. Les anticyclones, donc c'est tout ce qui est haute pression, donc c'est plutôt de l'air qui va descendre. Donc on appelle ça de l'air c'est subsidant, donc c'est de l'air qui a tendance à descendre. Alors il y a deux types d'anticyclones. Il y a des anticyclones polaires, donc on en a au-dessus de la Sibérie, on en a au-dessus du Groenland. Donc quand l'anticyclone de Sibérie se met en place, quand il commence à faire froid à l'automne, en Sibérie, au moment où il se met en place, on va voir l'anticyclone de Sibérie, je reviendrai après là-dessus. Il se met en place en Sibérie, et donc on a de l'air très froid là en Sibérie. Et les oies bernaches viennent en Europe au sud de cet anticyclone, donc elles viennent de Sibérie, elles profitent de ce flux-là. Et elles vont venir, donc elles traversent l'anticyclone, puis elles viennent avec le sud de l'anticyclone jusqu'à chez nous. Et donc on a les oies bernaches qui arrivent aux Pays-Bas, en Bretagne, en Belgique, un petit peu partout. Voilà. Donc ça, c'est un anticyclone qu'on n'a pas tellement chez nous. Hein. On en a au-dessus du Groenland, au-dessus de la Sibérie, au-dessus de l'Antarctique, donc dans tous les endroits au-dessus du Canada, du nord du Canada, quand il fait froid l'hiver. Et nous, on va être plus à nos latitudes avec des anticyclones, ce qu'on appelle dynamiques, et le plus connu, c'est l'anticyclone des Açores. Et donc l'anticyclone des Açores, c'est plutôt donc des zones de haute pression, du vent généralement faible, plutôt du beau temps, donc c'est plutôt associé au beau temps. Et parfois, on peut avoir des nuages, ce qu'on appelle des stratus, des nuages en forme de strates. Donc ça, c'est un passage de dorsale. Donc on va voir ce que c'est qu'une dorsale, mais c'est l'axe de l'anticyclone qui passe en mer d'Irlande en 2018, donc au milieu de la mer d'Irlande. On a une partie avec du très beau temps, et quand on passe l'axe de l'anticyclone, on avait des nuages sous forme de strates, donc pas plus de vent, mais voilà, un plafond nuageux un peu plus bas et un ciel plus couvert. Donc on le voit arriver sur l'horizon. Alors dans l'anticyclone, le vent va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord. Et l'anticyclone des Açores, il va se balader, il n'est pas stable, mais on va dire qu'il est un petit peu poussé par les dépressions. Donc on pourrait imaginer que les dépressions, c'est des boules de billard qui se déplacent assez rapidement. Et puis l'anticyclone, c'est une grosse boule qui serait au milieu. Puis quand on vient la frapper, elle se déplace un petit peu, donc elle va monter un peu vers le nord, ça se déplace un peu vers le sud, mais l'anticyclone, ça ne va pas se déplacer très très vite. Ça se déplace beaucoup plus lentement que les dépressions. Et il va plutôt subir, on va dire, les dépressions qui vont le déplacer. En général, les basses pressions sont représentées par le signe D en France, mais de plus en plus souvent, ça va être L pour low pressure, donc basse pression en anglais. Et le H, on a de la chance, c'est haute pression en français ou high pressure en anglais, donc c'est un H pour les hautes pressions. Et donc toujours, si jamais il n'y a pas le symbole H ou L, vous vous souvenez que le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour des hautes pressions, et la pression va être
plus forte au centre, donc là on a 1035 par exemple, et plus on va s'éloigner du centre, plus la pression va tomber. Et puis ensuite, quand on va se rapprocher d'une basse pression, la pression va chuter quand on va se rapprocher du centre de la basse pression. Donc, l'anticyclone de Sibérie, je viens d'en parler un petit peu. L'anticyclone des Açores, donc on voit qu'il fait beaucoup moins froid du côté des Açores. Donc là, on a l'anticyclone qui est, là, il est un petit peu au sud des Açores, il est repoussé par la dépression qui passe dans le nord. On voit la masse d'air froid, donc on revoit notre masse d'air froid qui arrive sur la dépression. Donc à droite, c'est les températures. L'air chaud qui monte dans cette dépression, qui va s'enrouler en fait. Le front, c'est un système d'enroulement. Les fronts, ça va s'enrouler autour des dépressions. Et là, on voit l'air chaud au niveau de l'anticyclone, surtout dans la partie sud de l'anticyclone. On voit de l'air bien chaud et dans la partie nord de l'air un petit peu moins chaud. Voilà. Alors l'anticyclone, donc on a vu qu'il y avait des fronts. Le prolongement des dépressions, ça va être des fronts. Et le prolongement d'un anticyclone, ça va être ce qu'on appelle une dorsale. Donc en général, quand on vous parle de la dorsale anticyclonique qui arrive sur la France, c'est plutôt signe de beau temps. Et donc si elle reste longtemps, vous pouvez avoir un beau mois de juillet, un beau mois d'août. Elle peut rester longtemps en place. On va avoir deux types de dorsales. On a des dorsales comme celle-ci qui vient, donc là elle se dirige vers la Floride. Là on peut avoir des dorsales qui restent stationnaires pendant longtemps. Donc on en a parfois en Méditerranée l'été, on en a une souvent sur le golfe de Gascogne l'été, qui ne vont pas bouger. Et donc ça va être du beau temps. Et après, on a des dorsales, ce qu'on va appeler des dorsales mobiles, qui se déplacent entre les dépressions. Donc là, j'ai une dépression qui est dans l'ouest, une autre qui est dans l'est. Et donc le vent tourne donc autour de l'anticyclone dans le sens des aiguilles d'une montre, et autour des dépressions dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc vous pourriez imaginer un engrenage en fait. Donc on a le vent qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour de la dépression, dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'anticyclone. Et donc c'est comme deux engrenages et un troisième même engrenage avec l'autre dépression qui tourne comme ça. Et donc tous ces engrenages vont fonctionner ensemble. Et donc au milieu des deux dépressions, on va avoir une dorsale qu'on va appeler une dorsale mobile et qui, elle, va se déplacer à la vitesse des dépressions. Alors une dorsale mobile, juste pour comprendre un petit peu mieux ce que c'est, on a deux dépressions qui se déplacent à toute vitesse, donc elles vont se déplacer à 20-25 nœuds vers l'est, elles viennent de l'ouest, elles vont se déplacer vers l'est. Là, j'ai mon anticyclone qui se prolonge par une dorsale. Donc, imaginez comme un couvercle au-dessus de l'anticyclone, l'air est poussé, donc on met de la pression, on appuie sur cet anticyclone. Il y a du vide entre les deux dépressions. Qu'est-ce qu'il va faire l'anticyclone? Il se dit là j'ai un espace, je peux me pousser, enfin je peux me déployer vers là, et donc il va prendre cet espace avec cette dorsale mobile. Et la dorsale mobile, elle va se déplacer à la vitesse des deux dépressions. Et donc là, on a en 24 heures, on voit la dépression qui était sur le Canada, qui va arriver sur le sud du Groenland, et l'autre dépression qui s'est déplacée pareil vers l'est, et donc la dorsale qui se déplace. Alors, quand on est en hiver, on a souvent cette séquence, donc ce séquençage. On a une dépression qui passe, pour les Bretons, moins pour les Méditerranéens, mais en Bretagne, on a la dépression qui passe, la dorsale mobile qui passe. Donc, derrière la dépression, enfin sous la dépression au sud, on a le front, le vent bascule au nord-ouest. Là, on a des beaux grains du ciel, des belles lumières. La dorsale mobile arrive 2-3 heures plus tard. Ça va se couvrir. On arrive devant la prochaine dépression. Le vent rebascule au sud-ouest. On a la prochaine dépression qui passe. Donc la dorsale mobile, c'est quelques heures de beau temps que l'on a entre deux dépressions, quand les dépressions se succèdent très très vite l'hiver en Bretagne. C'était l'hiver dernier, je crois qu'on a une période en janvier ou en février, je ne sais plus, on en avait une par jour, donc c'était comme dans un livre, un vrai métronome. Après, elles montent souvent vers le nord, donc elles viennent moins en Méditerranée, mais derrière ces dépressions, c'est là que vous allez avoir du Mistral, par exemple. Donc derrière un front froid, ça peut activer le Mistral. La dépression va se creuser après sur le golfe de Gênes, et donc ça va activer le Mistral. Et les hautes pressions, donc après, on a ces dorsales qui ne vont pas bouger. Donc une dorsale, donc on a la dorsale mobile dans le nord, et puis la dorsale dans le sud ou dans l'est, parfois des anticyclones. Là, des dorsales qui vont être stationnaires et qui peuvent rester comme ça des jours, des semaines,
voire des mois parfois. Donc si l'alizé est bien stable, donc un alizé, qu'est-ce que c'est? C'est du vent de nord-est qui est au sud de l'anticyclone. Et si l'alizé est bien stable, on a cette dorsale qui est stable pendant plusieurs semaines. Et vous avez un bel alizé au mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Un bel alizé au sud de l'anticyclone. Donc voilà un petit peu sur les dépressions sur les anticyclones. C'est rapide comme explication, mais voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, c'est toute la météo et tout ce qu'on a aujourd'hui comme phénomène météo, ça va être basé autour des anticyclones, autour des dépressions. Après, à une échelle plus locale, quand il fait beau, quand il fait moins beau, on va avoir des effets locaux, alors des effets qui vont être dus au relief, et puis toujours des effets qui sont dus à la température qui va monter et qui va descendre. Alors, la météo locale, on va avoir les mêmes ingrédients qu'à une grande échelle. Donc, ce qu'on appelle le vent synoptique, c'est ce qui se passe avec les dépressions, les anticyclones. C'est le vent à une grande échelle. Et à une plus petite échelle, dans ces phénomènes synoptiques, on va dire, il va se passer des phénomènes locaux et qui vont être principalement activés par le réchauffement dans la journée et le refroidissement la nuit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer le jour? Il fait beau, la terre va chauffer, donc on a du soleil, le sol va se réchauffer, ça va souvent générer des beaux petits cumulus de beau temps, pas toujours, mais souvent ça va générer des cumulus, mais avec le réchauffement, dans tous les cas, l'air va monter, et donc ça va créer une petite chute de pression. Et en mer, on n'aura pas ce phénomène parce que l'inertie de l'eau, donc l'eau va absorber beaucoup plus la chaleur, et donc il y aura une forte inertie en termes de température, et donc il y aura un faible réchauffement sur l'eau, en tout cas pas aussi fort qu'à terre. Vous voyez bien, donc si le matin il peut faire 20 degrés, par exemple l'été, en milieu d'après-midi la température va monter à 35 degrés à terre. Si vous sortez sur l'eau, vous aurez un chaud, mais beaucoup moins chaud. Et donc le delta de température sera moins important. Et à l'inverse, la nuit, si vous naviguez en mer, il ne fera pas très froid l'été, alors que surtout à l'automne ou au printemps, s'il y a une belle nuit bien étoilée, la Terre va renvoyer la chaleur, il va y avoir de la radiation, et donc l'air va se refroidir, il peut faire très froid. En ce moment, on a du givre dans l'ouest ou dans le nord ou dans l'est de la France sur les voitures le matin, quand il y a eu des belles nuits bien étoilées, toute la chaleur est repartie, il n'y avait pas les nuages qui servent de couvercle, en gros, pour garder la chaleur sur la Terre, et donc cet air froid va descendre et la pression va augmenter la nuit. Donc une belle nuit bien étoilée va faire augmenter la pression et une belle journée bien ensoleillée va faire chuter la pression. Et donc on va avoir des variations de pression à terre qui vont être plus importantes que les variations de pression en mer. Et c'est ça qui va générer des brises thermiques ou des brises de terre la nuit. Alors, on parle souvent de cadran pour les brises thermiques. Dans le document, vous pourrez retrouver, si vous voulez aller plus loin là-dedans, un petit peu comprendre mieux comment ça fonctionne. Donc j'ai décrit plus les cadrans 1, 2, 3 et 4. Alors 1, 2, 3 et 4, moi je les prends dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4. Dans certains livres, vous allez trouver 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens. Mais peu importe. L'idée, c'est quand on est face à la côte. Donc là, je suis face à la côte sud de l'Angleterre, mais ça va marcher sur toutes les côtes. Donc quand vous êtes face à une côte, soit vous avez du vent qui vient de la gauche, soit vous avez du vent qui vient de la droite. Et donc le matin à 8 heures, si vous avez du vent qui vient de la gauche, le vent va plutôt se renforcer dans la journée. Et si vous avez du vent qui vient de la droite, ça va plutôt mollir dans la journée. Donc si vous êtes à La Rochelle, par exemple, si vous avez du vent du nord, vous avez du vent qui vient de votre gauche le matin, ça va plutôt se renforcer dans la journée. Et si vous avez du vent qui vient de la droite, ça va plutôt, donc du vent de sud à La Rochelle, ça va plutôt mollir dans la journée. Si vous êtes donc sur la côte bretonne, ça va fonctionner de la même façon. Et si vous êtes sur la côte méditerranéenne, si vous avez un petit vent d'est le matin, ça va plutôt mollir. Mais si vous avez un petit vent d'ouest le matin, ça va plutôt se renforcer. Donc on va prendre plusieurs exemples, et puis après je vais revenir sur les cadrans. Donc au sud-ouest de l'Espagne, par exemple, au sud-est de l'Espagne, pardon, au sud de Carthagène. Donc là, on a la baie qui est au sud de Carthagène. Le matin, le vent est très très mou, mais c'est un petit vent de sud-ouest, donc le vent vient de la gauche quand on est face à la côte. Mais la brise, ce qu'on appelle la brise thermique, va bien rentrer dans la journée, ça va bien se renforcer.
Et donc, on va avoir du vent de sud-ouest qui va se renforcer. Alors, en France, on parle toujours de brise thermique ou de brise de nuit. Et donc, on a un raisonnement qui est un petit peu, c'est tout blanc ou c'est tout noir. Soit on a de la brise, soit on n'a pas de brise. Les anglo-saxons, dans la littérature, parlent beaucoup des variations diurnes du vent. Alors, c'est un beau mot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des variations du vent durant un cycle de 24 heures, donc durant la journée ou durant la nuit. Et en fait, on ne sera pas toujours dans un cas où il y a de la brise ou pas de brise, mais souvent, on aura simplement un renforcement du vent ou un mollissement du vent. Et dans certains cas, ça va rentrer en brise, ce qu'on appelle de la brise pure, donc le vent qui va rentrer, donc il n'y a pas de vent du tout, le vent va rentrer perpendiculaire à la côte, et puis petit à petit dans la journée, dans l'après-midi, il va tourner à droite. Donc quand on dit qu'il tourne à droite, c'est-à-dire que quand on est face au vent, on se tourne à droite petit à petit dans la journée pour rester face au vent. Donc vous avez un vent de sud le matin en Méditerranée, du côté de la Grande Motte par exemple. Là, le vent va rentrer de sud en milieu de journée et puis il va tourner vers le sud-ouest et puis l'ouest en fin de journée. Donc ça, c'est de la brise pure et c'est qu'un cas particulier finalement. Mais souvent, on a déjà du vent le matin, un petit peu de vent d'une direction ou de l'autre. Et donc, ce vent va se renforcer, tourner un petit peu, ou mollir et tourner un petit peu dans la journée quand ça va se réchauffer. Et puis, ça sera l'inverse. Donc, tout ce que j'explique ici pour la journée, ça fonctionnera de façon exactement inverse la nuit. Alors, je vous explique pour un premier cadran, et puis après, vous pourrez voir pour les autres. Enfin, je vais vous expliquer les cadrans 1 et les cadrans 3. Le 2 et le 4 fonctionnent à peu près comme le 1 et le 3, mais vous aurez tous les cadrans dans le document. Donc, si le vent est soutenu du cadran 1, donc soutenu, ça veut dire plus de 10 nœuds, si on veut faire simple. Là, le vent, s'il est nord-ouest, par exemple, sur cette côte-là le matin, donc s'il vient un peu de la terre, mais qu'il vient quand même de votre gauche quand vous êtes face à la terre, il va tourner ce qu'on appelle à gauche en milieu de journée. Donc, s'il vient du nord-ouest, il va tourner plutôt sud-ouest. S'il est nord-est à La Rochelle, il va tourner plutôt nord-ouest. Et il va forcir dans l'après-midi. Il reviendra à sa direction initiale le soir. Donc, cadran 2, donc ça va fonctionner à peu près de la même façon. S'il est soutenu du cadran, donc je vais aller sur le cadran 3 directement. Donc sur le cadran 3, si on a un vent qui est faible le matin, cadran 3 ou 4, ça va être pareil. Si on a du vent faible le matin, ça va mollir. Il y aura peut-être une toute petite brise thermique, mais elle sera très tardive. Et puis après, ça tournera à droite dans la journée. Si dans le cadran 3, on a du vent qui est soutenu le matin, le vent il va simplement mollir dans la matinée et ça peut reforcer un peu l'après-midi, mais globalement, c'est des journées où il n'y aura pas beaucoup de vent l'après-midi. Donc, ça va être des journées très, très molles l'après-midi, puis il reviendra à sa direction initiale le soir. Un cadran 4, c'est pareil, donc je vous laisserai regarder tous les cadrans parce qu'on peut y passer beaucoup de temps. Mais pour l'illustrer sur un cas simple, donc là, j'ai pris la Manche, et la Manche, on a deux côtes qui sont opposées. Donc, j'ai pris du vent d'est en Manche, donc ça veut dire que quand je suis face à la côte en Angleterre, mon vent vient de ma droite. Et si je me retourne et que je me mets face à la côte bretonne ou la côte normande dans la baie de Seine, j'ai mon vent qui vient de la gauche. Et donc, on va voir sur la journée, donc à 8 heures le matin, j'ai du vent qui est à peu près équilibré partout. Dans la journée, à 14 heures, ça a chauffé sur les deux côtes. J'ai du vent qui se renforce, donc il s'est renforcé dans la baie de Seine, il s'est renforcé en Bretagne. Donc quand je suis face à la côte bretonne ou face à la côte normande, j'avais bien le vent qui naît de la gauche. Et donc c'est favorable au renforcement du vent dans la journée. Et en Angleterre, quand je suis face à la côte, j'ai du vent qui vient de la droite. Et donc là, j'ai du vent qui va mollir dans la journée. Et donc là, c'était au printemps, au mois de juin. Donc les jours sont particulièrement longs. Et donc à 8 heures le soir, il fait encore très chaud. Et là, on voit qu'on n'a plus du tout de vent côté anglais. Et on a toujours du vent fort côté français. Et donc dans la nuit, à 2 heures du matin, c'est exactement le phénomène inverse. Ça va se refroidir et donc on a l'effet inverse qui va se passer. Donc on va avoir du vent qui va se renforcer sur la côte anglaise, ça mollit sur la côte bretonne. Et au petit matin, j'aurai du vent qui sera même très faible sur les côtes bretonnes ici. En baie de Seine, le vent a quand même bien molli. Il est bien rentré sur les côtes anglaises.
Et après, dans la journée, la même chose va se repasser. Ça va remollir sur les côtes anglaises, se renforcer sur les côtes françaises. Et donc, il faut bien avoir cette notion que le vent va varier tout au long d'un cycle de 24 heures, en fait. Et donc, il va tantôt se renforcer, tantôt mollir, tantôt se renforcer, tantôt mollir. Okay. Donc, je vous laisserai dans le document, vous pourrez reprendre des cadrans un à un. Après, la brise thermique et ses effets diurnes, on pourrait y passer 2-3 heures pour rentrer plus en détail, expliquer plus en détail le phénomène. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette notion de variation du vent dans la journée et se dire que ce n'est pas toujours de la brise qui rentre. Alors l'été, c'est souvent il n'y a quasiment pas de vent synoptique. Donc le matin à 8 heures, on n'a quasiment pas de vent. Dans ce cas-là, ça sera de la brise quasiment pure qui va rentrer. Mais si vous avez déjà du vent assez fort le matin, la question que vous pouvez vous poser, j'ai 15 nœuds de vent, est-ce que les 15 nœuds vont mollir et ça va tomber, puis finalement ça sera une belle journée, je pourrai naviguer sans risque, ou est-ce que les 15 nœuds, ça va monter à 25 nœuds, et 25 nœuds, ça commence à faire du vent. Si on navigue au près, c'est pas toujours très drôle, et donc il faudra faire attention. Et donc ça va peut-être, quand vous partez en croisière, vous dites, ok, ce matin, en Bretagne Sud, par exemple, j'ai 18 nœuds de vent d'ouest, il fait beau l'été, donc ça, 18 nœuds de vent d'ouest, je sais que ça peut monter dans l'après-midi jusqu'à peut-être 25 nœuds, 26 nœuds, ça va se renforcer. Donc je vais plutôt quitter le port assez tôt le matin et profiter du vent qui n'est pas trop fort encore pour naviguer. Et puis j'essaie d'arriver avant midi pour le déjeuner à mon mouillage. Et puis après, ça montera quand je serai au mouillage, mais ce n'est pas très très grave. Alors les modèles voient bien quand même ces variations diurnes du vent. Hein, donc aujourd'hui, c'est plutôt bien modélisé. Et donc je citerai quelques outils tout à l'heure que vous pouvez utiliser, mais c'est plutôt bien modélisé. Contrairement, il y a une dizaine d'années où on ne voyait pas très bien ces variations. Donc voilà, donc là, j'en ai parlé. La canalisation de la brise qui est due au relief, donc là, je change un petit peu de sujet. Un autre effet local qu'on a beaucoup, dès qu'il y a du relief, et là, ça s'adresse plus aux Méditerranéens qu'aux Bretons, aux gens qui vont naviguer en mer du Nord ou en Manche. Dès qu'on a du relief, on va avoir de la canalisation du vent. Alors la canalisation, elle peut intervenir à plusieurs niveaux. Elle peut intervenir quand on a du vent fort, on va voir avec le détroit de Gibraltar par exemple. Mais elle peut intervenir aussi sur la rentrée de la brise thermique. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'île de Majorque, aux Baléares. Donc la baie de Palma, qui est vraiment une baie très très complexe en termes de vent. Et si on a du vent qui est plutôt d'ouest, la brise thermique, elle va être canalisée par le relief. Elle rentre plutôt par l'ouest de la baie. Et si on a du vent qui est plutôt de nord-est ou d'est, la brise thermique va rentrer et elle va rentrer par l'est. Et donc, on voit qu'on a plus de vent du côté est de la baie. Et tout ça, c'est relativement, je ne dis pas que c'est parfait dans les modèles, mais c'est relativement bien modélisé. Alors, Palma, c'est une baie que je prends en exemple parce qu'on la connaît particulièrement bien, parce qu'il y a des courses de bateaux, TP52, des Maxi, etc., qui courent à Palma chaque année. Et donc, ils mesurent le vent toutes les secondes. Et derrière, on a des logiciels qui permettent de mesurer le vent par rapport aux prévisions, enfin, de comparer les mesures de vent aux prévisions. Et donc, on peut valider ou pas les modèles. Et donc, on voit que les modèles sont quand même assez justes à Palma. Donc, c'est intéressant. Alors, après, le relief, et c'est là qu'il faut faire très attention. Le relief, quand il y a une canalisation du vent, donc on l'a à Gibraltar, on l'a dans les Bouches de Bonifacio, mais on l'a dès qu'on a du relief, le vent va être canalisé par ce relief et on va avoir des grosses accélérations du vent. Vous l'avez au Cap Corse aussi. Le Mistral, c'est un petit peu ça. Le Mistral, il est canalisé dans la vallée du Rhône. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand on a une canalisation? Imaginez un tuyau d'arrosage. Vous avez votre tuyau d'arrosage vous ouvrez le robinet, l'eau coule. Et elle ne coule pas très très vite au bout du tuyau d'arrosage. Vous prenez le tuyau d'arrosage, vous mettez votre doigt au bout du tuyau d'arrosage, et là, le jet va devenir beaucoup plus puissant. Pour autant, l'eau qui coule dans le tuyau ne coule pas plus vite. L'eau va s'écouler beaucoup plus vite à l'extérieur du tuyau. Quand on a une canalisation, c'est exactement la même chose qui se passe. Et donc, l'eau va s'écouler beaucoup plus vite à l'extérieur. Le vent va s'écouler, enfin, va circuler beaucoup plus vite sous le vent du relief ou du goulot d'étranglement. Donc, si on prend Gibraltar, vous sortez de la Méditerranée, vous vous dites, là, c'est cool, on m'avait dit que dans le détroit de Gibraltar, il y avait beaucoup de vent.
j'ai 20 nœuds de vent, il n'y a pas de problème. Mais derrière, vous allez prendre 35 nœuds ou 40 nœuds de vent. Dans les bouches de Bonifacio, c'est pareil, au Cap Corse, c'est pareil. Donc souvent, l'accélération, ce n'est pas au vent du relief que vous la ressentez, même pas toujours quand vous arrivez sur le relief, mais l'accélération la plus forte sera souvent sous le vent du relief. Et donc là, c'est la même chose avec du vent d'ouest qui rentre en Méditerranée. Et pensez toujours à ce tuyau d'eau, hein. L'eau dans le tuyau, elle coule toujours aussi vite, elle ne coule pas plus vite ou plus lentement, donc elle coule finalement pas très très vite, mais elle va couler ou elle va expulser beaucoup plus vite dès que vous mettez votre doigt sur le bout du tuyau. Et le vent, c'est exactement pareil. Et quand vous avez juste un demi-goulot d'étranglement, c'est pareil. Et donc là, j'ai un exemple, par exemple, sur la côte portugaise. Et donc, on dit toujours que le Cap Finistère, c'est dangereux. Alors, le Cap Finistère, l'été, on a souvent une belle dorsale anticyclonique du vent d'est pour passer le Cap Finistère. Ici, au Cap Finistère, le vent est souvent pas très très fort. On a 15-20 nœuds de vent. Et en fait, on a des gros reliefs sur l'Espagne ici. Et donc, ça crée un goulot d'étranglement. Et derrière, le vent va être beaucoup plus fort sur parfois 200, 300, 400 000. Hein, donc, ça peut aller très très loin derrière. Et donc, mais j'ai encore eu le cas il y a 15 jours, hein, des bateaux qui passent le Cap Finistère en croisière, qui descendent aux Canaries, qui se disent ça y est, j'ai passé le Cap Finistère, on m'avait dit que le vent allait très fort au Cap Finistère, mais finalement j'ai eu que 20 nœuds, ça y est, je peux dérouler le Genaker, et puis le vent est monté à 35 nœuds derrière, Genaker déchiré, le bateau, enfin voilà, pas des choses très graves, mais c'est dommage de déchirer des voiles et casser du matériel. Et en fait, ils ne s'attendaient pas du tout à avoir du vent plus fort derrière. On leur avait tellement dit que c'était au Cap Finistère qu'ils verraient le vent le plus fort. Ils étaient bien contents de ne pas avoir du vent trop fort et ils pensaient que c'était derrière eux, quoi. Et c'est derrière, c'est sous le vent du relief qu'on va avoir le vent le plus fort. Okay. Donc l'accélération est toujours sous le goulot d'étranglement. L'autre chose qu'on voit avec les reliefs hauts, c'est les dévents. Donc pour ceux qui naviguent en Méditerranée, vous savez que quand vous naviguez sous le vent de la Corse, la Corse va canaliser le vent sur les côtés, mais il va y avoir des gros dévents sous le vent du relief, l'île d'Elbe, même les îles Baléares, etc. On a des gros dévents. Là, c'est l'exemple des Canaries. Et les dévents des reliefs, on a souvent tendance à dire que c'est 10 fois la hauteur du relief. Mais en fait, ce n'est pas 10 fois. Sur des gros reliefs, hein, donc des reliefs qui font 1000-2000 mètres de haut, on est plutôt à 100 fois la hauteur du relief. 10 fois la hauteur du relief, c'est quand vous avez une côte avec une plage et quelques arbres. Donc les arbres vont être à 30 mètres de haut. Vous avez des petits bâtiments ou des maisons, des petits immeubles à 30 mètres de haut. L'herbe va être perturbée à 10 ou 15 fois la hauteur, donc ça va être perturbé à 300, 400 mètres, 500 mètres. Mais quand on a des gros reliefs, en fait, il y a des systèmes météo qui se créent, des systèmes dépressionnaires qui se créent sous ces reliefs. Et donc les perturbations, c'est à peu près 100 fois la hauteur du relief. Donc l'île de Palma qui est aux Canaries, donc pas Palma de Majorque, pas la ville de Palma de Majorque, mais l'île de Palma aux Canaries, qui fait 2400 mètres de haut. Les dévents, on en a jusqu'à 130, 140 000 sous le vent de l'île. Là, c'est modélisé jusqu'à 120 000. Mais IDEC, quand il est passé sur son record, la Mauricienne l'année dernière, le dévent s'est fait ressentir jusqu'à 135 000. Donc à 135 000, il n'y avait plus que 5 nœuds de vent. Donc les dévents se font ressentir très très loin sous le vent de ces îles-là. Donc Palma, c'est celle-ci, 2400 mètres. Voilà. Et l'autre chose donc avec ces reliefs importants, donc on a non seulement du dévent sous le vent, mais si vous naviguez au vent de la Corse ou au vent des Baléares ou au vent des îles Canaries, vous allez avoir ce qu'on appelle un tampon au vent des îles. Et donc vous allez avoir moins de vent quand vous arrivez au vent du relief. Donc attention aussi à ces tampons si vous voulez éviter le vent. Alors là, ça c'est vrai à des grandes échelles, mais c'est vrai à des plus petites échelles aussi. Et dernière chose, quand il y a du vent assez fort, attention aux accélérations. Et donc les accélérations, on a vu qu'elles démarraient souvent au niveau du goulot d'étranglement et elles étaient fortes sous le vent du goulot d'étranglement. Donc là, aux Canaries, on voit qu'on a des accélérations, par exemple, entre Grand Canaria et Tenerife, qui vont démarrer ici et qu'on va ressentir jusqu'à plusieurs centaines de milles sous le vent de ces îles-là. Donc attention à ces accélérations. Donc, pareil à Gibraltar, pareil sous le Cap Corse, etc. Donc attention à ces accélérations. Elles ne sont pas très dangereuses en général parce qu'il n'y a pas beaucoup de mer, hein, parce que quand vous rentrez dans l'accélération, la mer est relativement plate. Vous avez la mer des 20 nœuds de vent ou des 18 nœuds de vent d'ici,
Et là, ça va peut-être monter à 30 nœuds. Mais le vent fort n'arrive pas par derrière, vous rentrez dans ce vent fort en fait. Et si vous lisez le livre d'Yves Parlier sur son Vendée Globe, c'est un livre qui date un petit peu aujourd'hui, mais qui est passionnant à lire. Donc, quand il avait rematé dans le sud, etc., il explique qu'à l'époque, on n'avait pas trop conscience de tout ça, c'était pas du tout prévu sur les modèles. Il devait passer près des Canaries pour déposer, je crois, des cassettes vidéo. Il avait rendez-vous avec un bateau à qui il lançait ses cassettes. Pour les médias, et il s'est fait prendre dans cette accélération. Il explique qu'il ne pouvait plus rien affaler, c'était l'enfer à bord. Voilà, donc attention à ces accélérations. Alors encore une fois, aujourd'hui, c'est bien vu sur les modèles, donc il n'y a pas de raison de ne pas les éviter. Voilà. Je vais parler un tout petit peu des cartes et des modèles. Donc un modèle météo, donc c'est ce qui vous permet d'avoir toutes ces données qui vont vous donner des informations de plus en plus fiables aujourd'hui. Le modèle, il va être défini avant tout par sa maille. Et donc la maille du modèle, en fait, il faut penser que la surface du globe va être décomposée en petits, c'est pas tout à fait des carrés, mais en polygones, on va dire. Et donc le côté du polygone, c'est ce qui va définir la maille du modèle. Alors ça va être la moyenne des côtés, pour être plus précis, va définir la maille du modèle. Et donc il faut comprendre que quand vous avez un modèle qui a une maille de 100 km ou 90 km, vous avez une donnée qui est calculée tous les 90 km. Et donc l'accélération dans le détroit de Gibraltar, la brise thermique qui se lève le long de Porquerolles, etc., c'est à une échelle qui est inférieure à 90 km. Et donc le modèle à 90 km ne verra pas ça. Au large, 90 km, ça suffira parce qu'on n'a pas d'effets locaux. Mais près des côtes, on va vouloir des mailles plus fines. Et donc là, on va travailler sur des mailles qui sont à 9 km, voire aujourd'hui, on a des modèles qui sont à 1 km et qui vont être beaucoup plus fins. Ils ne seront pas toujours parfaits, mais en tout cas, ils vont être beaucoup plus fins, ils vont voir beaucoup mieux ces petites choses-là. L'autre chose, c'est le pas de temps des modèles météo que vous chargez. Aujourd'hui, on a beaucoup de modèles qui ont des pas de temps d'1 heure. Donc 1 heure, c'est bien parce qu'on voit bien les variations au cours de la journée. Faites attention quand il y a des modèles avec des pas de temps de 3 heures, parce que 3 heures, on ne voit pas très bien ce qui se passe dans la journée. Au large, c'est très suffisant, 3 heures. Mais dès que vous êtes près de la côte, si la brise ou le vent se renforce à 13 heures et qui remollit à partir de 18 heures, vous le verrez juste sur la petite flèche de vent à 15 heures, c'est pas évident de le voir. Si vous avez un pas de temps horaire, ça sera beaucoup mieux. Donc sur les modèles, il existe 2 types de modèles de vent, ce qu'on appelle des modèles généraux et des modèles à maille fine. Les modèles généraux, c'est les modèles qui couvrent, ils ont une couverture mondiale, ils couvrent toute la Terre, ils ont une durée qui va de 10 à 16 jours, avec une fiabilité qui est correcte jusqu'à 5, 6, 7 jours. Des pas de temps qui sont souvent de 3 heures, mais aujourd'hui, on trouve de plus en plus des pas de temps d'1 heure. Et aujourd'hui, on a 2 grands modèles. Alors, il en existe plein d'autres, mais les 2 grands modèles, c'est le modèle européen, qu'on ne trouve pas en fichier grid, mais qu'on peut voir sur Windy en visualisation, qui s'appelle ECMWF ou CEP, enfin, il y a plusieurs noms. CEP, c'est Centre européen de prédiction. ECMWF, c'est European Center for Medium Range Weather Forecast. Donc, c'est le nom du Centre européen de prédiction en anglais. Et vous avez le GFS, qui est le modèle américain, qu'on trouve lui partout, qui a une maille, donc 0,1 degré, c'est 9 km, et le GFS, c'est 22 km, la résolution du modèle. C'est les 2 principaux. Je dirais, contentez-vous de ces 2-là, c'est les 2 meilleurs de toute façon. Donc, ça ne sert à rien d'aller voir des modèles de moins bonne qualité. Et après, on a des modèles à maille fine. Donc, les principaux modèles à maille fine, ce sont, en Europe en tout cas, c'est Arome qui va couvrir une partie d'Italie, l'ensemble de la France, le Benelux, le sud de l'Angleterre, une partie de l'Irlande. Arome, c'est un modèle français qui est d'excellente qualité. C'est probablement le meilleur modèle à maille fine dans le monde aujourd'hui. Il existe une version 1 km qui n'a pas les rafales, mais qui a le vent. Et 2,5 km, on a les rafales. Arpège, 9 km, un modèle français aussi. l'Icône, c'est un bon modèle, un modèle allemand, 5,5 km de résolution. Donc ça, c'est des modèles qui vont être tout à fait convenables pour des navigations côtières. Donc Arpège, ça va couvrir toute l'Europe. Icône aussi, donc si vous allez naviguer en Croatie, en Italie, en Grèce, tout ça, vous allez avoir le modèle Arpège, le modèle Icône. Après, vous allez trouver un modèle grec qui s'appelle OpenSkyRON. Donc chaque pays a son propre modèle aussi. Donc vous pourrez trouver des modèles locaux qui vont bien fonctionner.
On trouve beaucoup sur Internet des modèles qui s'appellent WRF. Donc WRF, c'est juste un algorithme qui est en open source, donc que tout le monde peut charger, tout le monde peut construire son modèle avec ça. Et donc il y en a qui sont de très bonne qualité, il y en a qui sont de très mauvaise qualité. Donc WRF, c'est pas parce que vous avez vu un bon modèle WRF sur un site que tous les modèles WRF seront bons. Donc attention avec les modèles WRF. Préférez plutôt les modèles quand même des centres de prédiction. Alors, il y a quelques années, ces modèles Arome, Arpège, Icône coûtaient très cher, mais maintenant en Europe, en tout cas, c'est des modèles qui sont gratuits. Alors, vous allez payer un petit peu. En général, l'abonnement coûte peut-être 30 € par an parce qu'il faut bien extraire les fichiers GRIB, avoir une plateforme qui les héberge, etc. Mais ce sont des modèles qui sont passés en open data et donc qui ne coûtent pas cher aujourd'hui. Enfin, le modèle en tant que tel est gratuit et la mise à disposition ne coûte pas cher. Les modèles WRF, c'était un petit peu tout ce qu'on avait quand on ne voulait pas dépenser des fortunes pour avoir un modèle Arome. Arome, il y a 5 ans, ça coûtait, si vous vouliez la taille de la Corse, ça coûtait 100 € à télécharger. Donc, autant dire que les modèles Arome, c'était réservé à quelques riches régatiers, mais on les utilisait très très peu. Aujourd'hui, on a ces modèles-là, et donc le WRF a beaucoup moins d'intérêt. Voilà quelques outils. Donc, vous allez pouvoir utiliser Windy, donc windy.com. Utilisez toujours, si vous utilisez l'application, il y a plusieurs applications Windy. Prenez bien l'application qui a le logo rouge ou bordeaux et pas l'application avec le logo noir ou bleu marine. Il y a des clones de Windy, mais le vrai Windy, celui qui a les modèles de qualité, qui a une version gratuite extrêmement performante. Après, vous pouvez prendre la version premium, mais qui n'apportera pas beaucoup plus. Elle apporte juste un pas de temps horaire, la version premium en plus. Mais déjà, avec la version gratuite, vous allez faire beaucoup de choses avec Windy. C'est bien la version avec le logo rouge, donc attention sur les applis mobiles. Sur le site web, c'est windy.com. Squid, si vous voulez télécharger des fichiers, GRIB, devant, etc. En application météo, donc il y a Windy, Squid et PredictWind. Et si vous voulez des applications qui font météo plus cartographie, vous avez CLGRIB, Avalon, Weather4D, il y a ScanNav, enfin il y en a beaucoup. Donc là, j'en cite que quelques-unes. Je m'excuse si je ne les ai pas toutes citées, mais il y a beaucoup d'autres applications. Je sais qu'il y en a beaucoup qui naviguent avec Navionics. Navionics, c'est excellent en termes de cartographie, etc. Moi-même, je navigue beaucoup avec Navionics. En termes de météo, ils n'ont pas pour l'instant, ça évoluera peut-être, ce n'est pas les meilleures données météo sur Navionics. On peut charger des données météo, mais ce n'est pas des données très précises au niveau local. J'ai oublié un logiciel, c'est Maxi aussi. Donc, si vous naviguez avec Maxi, il y a depuis peu un abonnement qui coûte 9 € par mois, je crois, pour les données météo. Donc là, on a des données de qualité. On retrouve les mêmes données que sur Windy, Squid, PredictWind, CLGRIB, Avalon, ça. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de choix, mais faites attention un petit peu au modèle que vous utilisez. Et souvenez-vous que les modèles généraux, donc tout ce qui est GFS, modèle européen, ont une moins bonne résolution et donc verront moins les effets locaux. Voilà, donc je vous remercie. Je vais répondre aux questions s'il y a des questions. Donc, je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc, peut-être que Clara ou Caroline peuvent me faire une petite synthèse des questions. Merci Christian. Alors moi j'étais absorbé par ta présentation et j'ai ouvert les questions et c'est vrai qu'il y a une foule de questions. Alors merci Clara d'avoir répondu à pas mal de participants. Tu as noté des questions Clara ou parce que moi je peux en poser aussi quelques-unes, mais peut-être que tu en as aussi vu quelques-unes. Il y a beaucoup de questions par rapport au front et je crois que dans la présentation, il y a une vidéo qui explique très bien les fronts qui sera jointe à la présentation. Oui, si tout à fait. Donc, il y a une petite vidéo que vous pouvez regarder. Donc, il y a le lien, un endroit dans la présentation. Je ne sais plus. Il est au-dessus. Ouais. Donc, il y a un lien vers une vidéo que vous pourrez regarder. Donc, ça réexplique les fronts. Voilà, il est ici. Donc, une petite, sur le slide où on voit le petit penon. Et donc, les photos des penons sont extraits de la vidéo. Et donc, ça réexplique les fronts avec les masses d'air chaud, les masses d'air froid, etc. Moi, je vais noter une question sur les cadrans, Christian. Ouais. On demandait si les cadrans étaient propres à l'hémisphère nord
Et est-ce que sinon, ils existaient aussi en face du Nil? Alors, les cadrans, ça fonctionne de façon inverse dans l'hémisphère sud. Donc, c'est le même principe, mais ça a fonctionné à l'envers dans l'hémisphère sud. Et ça fonctionne pareil en face du Nil, à condition qu'elle soit assez grande, l'île. Et donc, si on regarde la Croatie, par exemple, les îles croates, il y a des îles qui sont assez grandes, hein, pas toutes, mais il y a quelques îles qui font quelques dizaines de milles. Et ben, on va avoir un côté de l'île où il y aura plus de vent et un côté de l'île où il y aura probablement moins de vent. Et ça s'inversera la nuit. Alors ça, les modèles le voient assez bien aussi. Mais ça veut dire qu'un mouillage, par exemple, où la brise thermique peut rentrer fort. Donc, imaginons un vent synoptique d'ouest, vous êtes au sud de l'île. Le mouillage, il a été intenable toute la journée parce que c'est rentré à 25 nœuds. Mais il est probable qu'à 8 heures le soir, le vent va tomber et que la nuit, il n'y aura pas de vent du tout dans ce mouillage. Ça sera l'inverse, en fait. Et donc, c'est important de comprendre ça ou d'aller regarder ça sur les modèles parce que souvent, vous allez vous dire, bah là, je reste pas dans le mouillage cette nuit parce que c'était, ok, on m'avait recommandé ce mouillage, mais il est quand même pas confortable. Et en fait, tout le monde va partir en fin de journée, voire en milieu de journée pour essayer d'avoir une place dans la marina. Et en fait, le soir, le mouillage, il va être super confortable. Et donc, souvent, pensez que ça va s'inverser. Et à l'inverse, vous restez dans un mouillage parce qu'il n'y avait pas de vent dans la journée. Et la nuit, comme c'était mou dans la journée, on va être dans l'effet inverse la nuit. Et là, on va avoir de la brise de terre ou de la brise qui rentre et le mouillage, il va être assez inconfortable. Donc, ce qui pouvait vous paraître confortable à 4 heures de l'après-midi, ça va devenir inconfortable la nuit. Donc, attention à ces phénomènes qui s'inversent entre la nuit et le jour, en fait. Moi, j'avais vu une question sur l'état de la mer, en fait, en fonction des fronts chauds, des fronts froids. Ouais. Alors, autour des fronts, donc, alors, ce qu'on aime en course, par exemple, quand il y a des records, donc il y a tous les records de l'Atlantique, ils se font dans un front chaud parce que en avant de la dépression, donc le front chaud, c'est le premier à passer, en avant de la dépression, la mer est assez organisée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vagues, hein. S'il y a 30 nœuds de vent dans le front chaud, il va y avoir les vagues qui correspondent à 30 nœuds de vent, mais la mer est assez organisée. Quand le front froid passe, on a dit qu'il y avait une bascule de vent, donc derrière, il y a du vent de nord-ouest ou d'ouest, et donc il y a du fetch, donc la houle va se prolonger au-delà du front. Et donc à proximité du front, on va avoir une mer très croisée, et derrière, on a encore les résidus de cette houle de sud qui est en avant du front chaud, plus la mer de nord-ouest, et donc on a des mers beaucoup plus désorganisées derrière. Et donc l'idéal quand on vient des États-Unis et qu'on fait cette traversée de l'Atlantique, c'est de naviguer dans le front chaud, en fait, en avant du front chaud, dans le front chaud, dans la mer organisée. Très bien. J'ai vu qu'il y avait des questions sur les logiciels. Donc, Sailgrip, c'est super. Maxi, c'est un super logiciel. Je ne l'ai pas cité et je m'en excuse parce que j'aurais dû le mettre dans ma liste. Mais Maxi, c'est un super logiciel. Donc, j'ai vu quelques remarques là-dessus. Mais tous, hein, Avalon, c'est très bien aussi. Weather 4D, ScanNav, il y a plein de bons logiciels aujourd'hui. Time Zero, donc on parle de Maxi, ça s'appelle. Il y en a beaucoup qui doivent le connaître sous le nom Time Zero. En fait, ça existe en version mobile et en version PC ou. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Clara, ou Olivier ou Caroline? Moi, j'avais noté, je ne sais plus si tu avais répondu dans la présentation, c'était à partir de quelle hauteur considère-t-on un relief pour qu'il y ait un impact sur la brise? Ouais. Alors, pour les dévents des reliefs, en fait, alors, il y a plusieurs choses. Il y a la brise et il y a les dévents. Les dévents sous les reliefs, c'est difficile. Il n'y a pas d'études très, très précises aujourd'hui, mais on va dire quelques dizaines de mètres, on est à 10 ou 15 fois la hauteur. Et quand on arrive au kilomètre, on est plutôt à 100 fois la hauteur. Et entre les deux, ça va dépendre du type de relief. Ça va dépendre si les pentes sont assez douces ou si c'est vraiment des falaises, etc. La dernière chose, c'est que sous le vent d'un relief, si vous prenez les falaises d'Étretat, par exemple, donc des reliefs, des falaises qui sont très à pic, vous pouvez avoir du vent qui descend juste le long de la falaise. Pareil sous le vent de la Corse, sous le vent des Canaries. Et vous avez du vent juste sur les premiers
premières centaines de mètres, et après vous avez un grand dévent sur des milles et des milles, et après on va retrouver loin le vent. Donc parfois juste sous le vent du relief, on peut avoir du vent. Après l'impact du relief sur la brise, donc ça c'est une autre question. Là on a les plus belles brises thermiques, c'est quand on a à la fois une canalisation et un petit peu de pente derrière. Donc si vous avez des montagnes sur les deux côtés, et puis au fond vous avez une vallée avec une pente qui monte en pente douce, donc il y en a peut-être qu'on naviguait sur le lac de Garde par exemple, il y a de la brise thermique qui se lève tous les jours. Il y a la montagne qui chauffe derrière, les montagnes sur les côtés qui canalisent, et puis en face, il y a une pente douce. Et donc là, il y a tous les ingrédients pour avoir une grosse brise thermique tous les jours qui se lève. Donc on pourrait, sur ces brises, tout ça, on pourrait y passer plusieurs heures, une journée pour tout décrire. Donc j'ai essayé d'être assez succinct quand même. Et il y a beaucoup de questions qui concernent le replay ou des gens qui ont eu des problèmes de son. Je tiens à informer tout le monde que le replay de cette présentation vous sera envoyé par email. Voilà, vous vous êtes inscrit de toute façon en communiquant votre email, donc on vous enverra dans les jours à venir le lien vers cette vidéo qu'on mettra sur YouTube et qui sera librement accessible. Et donc on vous l'enverra pour tous ceux qui n'ont pas pu participer ou qui ont eu des problèmes de son. Beaucoup de questions à ce sujet. Bon, est-ce que c'est... il y avait une dernière question, peut-être plus sur la brise. Joséphine qui demandait si la brise était surtout l'été ou toutes les saisons. La brise pure, c'est plutôt l'été quand même, parce que la brise thermique pure, c'est souvent quand il n'y a pas de vent synoptique, donc quand il n'y a pas beaucoup d'effets liés aux hautes pressions, aux basses pressions. Donc ça veut dire qu'il fait beau, il n'y a pas beaucoup de vent, il y a peu de gradient de pression. Et donc là, on a de la brise pure. Donc la brise pure, c'est plutôt l'été, au mois de juillet, au mois d'août. Après, on peut en avoir en hiver, quand il fait particulièrement chaud, mais c'est moins fréquent. Ok. Oui, il reste plusieurs questions à répondre, mais ça prendrait trop de temps, donc je pense qu'après on a fait un peu le tour. Ouais, Je peux répondre à quelques questions, s'il y en a encore un, deux, trois. Là, il y avait des questions sur la Grèce. Ouais. Pourquoi il y a des accélérations au niveau des îles comme les Cyclades? Alors, en Grèce, il y a beaucoup de vent. Donc c'est un super bel endroit, mais il y a du vent en Grèce. C'est un endroit qui est plutôt vanté, notamment avec du vent de Meltem, enfin un vent qui est assez fort. Alors il y a plusieurs raisons, mais c'est la situation de la Grèce fait qu'il y a des dépressions thermiques qui se créent plus à l'est, et donc ils vont accélérer ce vent-là. C'est un petit peu comme le vent, on a vu tout à l'heure la dépression thermique qui était sur l'Espagne, et au large du Portugal et d'Espagne, on a du vent de nord assez fort. La Grèce, c'est un petit peu la même chose, puis après il y a de la canalisation dans les îles, etc. Alors aujourd'hui, c'est bien modélisé en Grèce. Le vent peut se renforcer à certains endroits dans la journée, etc. Donc il faut être vigilant là-dessus. Il faut bien choisir ses heures pour naviguer. Bon, après, il y a du vent, mais il fait beau. Hein. Quand on navigue l'été, il fait chaud, donc c'est moins problématique. Il y avait des questions sur les écarts des isobars aussi. Donc, j'ai dit que plus les isobars étaient serrés, plus le vent était fort. Alors après, autrefois, on regardait les cartes, et on avait des règles. On mesurait la distance entre les isobars, et en fonction de la distance, on pouvait déduire la force du vent. Aujourd'hui, le modèle fait ça très bien pour nous, donc on ne le fait plus. Donc, on regarde juste la force du vent sur les barbules, en fait, ou avec les petits pointeurs. Il y a une question qui est assez fréquente, qui vient d'être posée là, c'est par rapport aux prévisions, est-ce qu'on peut s'y fier? Et en fait, souvent, on nous demande à combien de temps on peut se fier à ces prévisions. Alors, les prévisions, elles sont souvent bonnes à assez long terme, hein. Ça peut être à 4-5 jours, mais même à une semaine. Au départ du Vendée Globe, la situation telle qu'elle s'est passée 2 jours après, on la voyait déjà une semaine avant le départ, donc quasiment 9 jours avant ce passage de front. Par contre, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des petits décalages dans le temps ou dans l'espace. Alors, quand on est loin en mer et qu'on fait une navigation autoriale, c'est pas très grave, on s'en accommode bien. Mais par contre, si vous êtes lundi et que vous avez prévu de sortir dimanche après-midi
Et donc vous avez normalement le front passe le dimanche matin ou dans la nuit de samedi à dimanche avec de la pluie, et puis dimanche il devait faire beau. Sauf que 6 jours plus tard, le front il s'est un petit peu décalé et il passe à midi et votre dimanche il est plutôt raté, quoi. C'est vrai pour une sortie en mer ou pour le barbecue. En fait, la prévision elle n'est pas si fausse que ça, c'est juste que le phénomène il s'est décalé de quelques heures. Mais pour vous ça change tout. Alors aujourd'hui, on est de plus en plus précis même dans le temps. Donc je dirais à 3-4 jours, on est précis à 2-3 heures près, souvent sur des choses comme ça. Et puis parfois, il arrive que ça soit un peu moins précis, notamment en Méditerranée, sur des effets très locaux. Parfois, on peut avoir des décalages ou des choses qui ne se passent pas tout à fait comme prévu. Mais globalement, quand même, à 4-5 jours, on commence à avoir des données qui sont plutôt fiables. Et jusqu'à une semaine, mais avec cette imprécision dans le temps souvent. Mais ça a beaucoup, beaucoup progressé. Et pourquoi ça a progressé, juste pour info, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations qui arrivent des satellites. Donc, on n'a plus juste quelques milliers de capteurs dans le monde sur Terre ou dizaines de milliers de capteurs qui mesurent le vent, la pression, etc. partout, des ballons sondes qui montent et qui mesurent le vent en altitude. Vous imaginez, les ballons sondes, on ne pouvait pas en envoyer partout. Maintenant, on a des satellites qui mesurent tout en 3 dimensions. Donc, on a énormément d'informations pour rentrer dans les modèles et donc des choses beaucoup plus précises pour calculer les prévisions. Merci beaucoup, Christian. Je rappelle aussi, il y a beaucoup de questions sur des points très précis ou des gens qui souhaitent avoir un petit peu plus, voilà, une expertise un peu plus poussée sur des sujets. Peut-être se réorienter vers donc Wapala, le site de Clara, donc qui fait des formations météo, hein, qui, bon, il y en a qui sont payantes, hein, mais pour vraiment creuser ces sujets, si vous avez des navigations de prévues. Et puis, sinon, vous pouvez nous envoyer un mail aussi à contact@globeseller.fr. On essaiera de vous y répondre et avec voilà les informations qu'on a. On a également sur notre chaîne YouTube d'autres webinars de disponibles, notamment sur les manœuvres de port organisés avec Voile Magazine. On s'arrête là, Christian, c'est bon? C'est bon pour vous? Super. Ouais. Merci à tous. Merci beaucoup, Christian. Et puis, bonne navigation à tous. Profitez bien des navigations dès que le confinement sera terminé, que vous pourrez naviguer. On croise les doigts. Bon, un grand merci et je vous invite donc à consulter vos mails prochainement. Vous recevrez ce replay et vous pourrez comme ça approfondir un petit peu le sujet et également avec la présentation support utilisée par Christian. Si vous avez des projets de croisière, de navigation pour cet hiver ou l'été prochain, n'hésitez pas à contacter l'équipe du Globeseller. Donc, je redonne notre mail, contact@globeseller.fr et sur notre site www.globeseller.fr. Et on organise à partir du 7 décembre des rendez-vous en visio avec nos experts nautiques en remplacement du salon nautique de Paris qui est annulé. On donne des rendez-vous voilà, en visio avec des experts par destination pour programmer à vos côtés vos prochaines vacances. Donc, vous recevrez également bientôt dans vos boîtes mail des informations à ce sujet. Voilà, un grand merci à vous tous. Très bonne soirée, très bonne fin de confinement et j'espère à bientôt sur l'eau. Et encore merci, Christian. Merci, à bientôt. Bye bye.